Bienvenue dans les entretiens Restez dans le flow. Le podcast du Nuit Tout où l'on se raconte et partage avec des invités, des professionnels, des parcours de vie, des résiliences. Bonjour Cécile. Bonjour Florence. Cécile, nous nous sommes rencontrés suite à un mail que tu m'as envoyé en septembre 2019, touché par l'écoute de l'entretien que j'ai mené avec Anya Tsai, la fondatrice de l'association Les Résilientes. Dans ce message, tu me faisais part de tes remerciements. Alors d'abord et surtout, merci à toi pour l'écoute du podcast Restez dans le flow et du fait d'avoir abordé le sujet de la création, de la sublimation. Tu te reconnaissais dans les propos que nous avons tenus, Anya et moi, au sujet de la sublimation, c'est-à-dire ce besoin de traduire, d'une manière ou d'une autre, ce sentiment de vie que nous avons en nous, que nous portons avec le désir de le partager avec d'autres. En effet, toi-même, tu aides les autres à aller sur le chemin de la sublimation. Tu animes notamment des ateliers d'écriture et d'expression orale pour les femmes au sein de la même association, Les Résilientes, à Paris. D'ailleurs, pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur les soutiens proposés au sein de l'association, n'hésitez pas à écouter l'épisode 10 avec Anya Tsai et à vous rendre sur le site web du podcast où vous trouverez toutes les informations sur l'asso. Cécile, tu m'as touchée lors de notre rencontre parce que nous sommes toutes deux résilientes, certes, mais toi, tu vas encore plus loin. Tu es proactive en te mettant au service des autres, alors bravo pour ça. Avant que nous n'abordions le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, celui de la mémoire, des mémoires, peux-tu nous dire quelques mots sur toi, d'où tu viens et quel est ton parcours ? Je m'appelle Cécile, donc, et tout d'abord merci à toi de m'inviter ici, au micro, à ton micro, à cette parole qui est libre et libérée. J'ai 37 ans, je suis résiliente. Je vis à Paris depuis une dizaine d'années et je viens du sud-ouest de la France. Je viens d'une famille dans ce sud qui est pas très portée sur la parole, qui est pas très portée sur s'exprimer ouvertement de ses émotions et qui est plutôt portée sur le secret, sur l'omerta, sur le fait de réussir ses études, réussir un parcours professionnel avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de médailles, beaucoup de réussite sportive. Et donc je viens d'un endroit où j'étais pas vraiment à ma place parce que je suis pas vraiment dans tout ça. Moi, c'est la parole qui compte en premier, beaucoup plus que la réussite. C'est la liberté de faire ce qu'on a envie de faire et de pas suivre le chemin familial. Et je pars de là. Et dans ce cadre-là, dans ces années-là, dans cette famille-là, qui est recomposée, mais cette famille-là, j'ai été victime de viol à plusieurs reprises, à plusieurs moments différents de ma vie, par plusieurs personnes différentes. Certaines faisant partie directement de cette famille, d'autres des amis. Et donc je viens de là, de ce parcours-là. Et en fait, ce que j'ai voulu faire en arrivant à Paris, c'est me sortir physiquement, mais surtout psychologiquement, de l'emprise que le côté familial avait pu avoir. Le côté, il faut absolument trouver un travail avec beaucoup d'argent qui nous fait avoir des super apparts ou un super salaire. Tout ce qui est dans le paraître, en fait. Tout ce qui est dans le paraître. Absolument tout ce qui est dans le paraître. Et tout ce qui est dans le silence. J'ai voulu sortir de ça et la seule corde à mon arc que j'avais à ce moment-là, c'était ce que j'avais pu apprendre depuis mon parcours dans le sud-ouest, donc mes études de socio et de psycho, que j'ai pas du tout réussi. Pas du tout, ni à l'entrée, ni à la sortie. J'ai eu pendant ces études un gros souci de mémorisation des cours. J'arrivais à absorber ce qu'on me disait. J'étais très intéressée par la psycho et la socio, très intéressée par la littérature anglaise, américaine, qui pouvait se mettre là-dedans aussi dans les textes qu'on voyait. Mais ça j'imprimais pas.
J'arrivais pas à retenir. Je n'arrivais à retenir que les à côté, que les rencontres que je faisais avec certaines personnes, que les petits stages que je faisais en première année, que vraiment les rencontres. Que ce qui était dans l'expérimentation. Oui. Ou dans le lien. Dans le lien, ouais. Et je ne regrette absolument rien. Je ne regrette pas ces rencontres et je ne regrette pas le temps que j'ai pris avec ces rencontres. Mais c'est des choix que j'ai pas fait, en fait. C'est des choses qui sont venues à moi sans que je les ai choisies, vraiment, de faire ces rencontres et de foirer mes études. Mais du coup, ce que tu appelles foirer tes études, ok, c'est ne pas obtenir un diplôme, donc ne pas obtenir une reconnaissance sociale liée à ces diplômes, et dont on est très friand en France, comparé aux anglo-saxons. Mais par contre, tu penses sincèrement que finalement tout ce que tu as entendu, même si tu estimes ne pas l'avoir gardé en mémoire, tu penses sérieusement qu'il n'y en a aucune trace, que tu n'as pas engrangé et que tu n'as pas développé certains automatismes de réflexion sans t'en rendre compte? Si, je pense que si. Maintenant, mais pas sur le moment. Sur le moment, j'étais perdue, vraiment perdue entre les cours que j'arrivais pas à suivre, parce que c'était en amphi, parce qu'il y avait beaucoup de monde, parce qu'il n'y avait pas de place pour s'asseoir, parce que c'était dans des salles où enfin, moi j'avais besoin d'avoir mon espace aussi, donc c'était difficile ça aussi. Mais je suis sûre que j'en ai gardé trace et que ça me sert maintenant, oui. Mais sur le moment, non, j'étais perdue. Perdue avec moi et perdue avec tout ce que je vivais. Avec un viol qui s'est passé à ce moment-là aussi, et avec le non-soutien que j'ai pu avoir autour de moi, que ce soit mes amis ou ma famille. Et j'étais perdue dans tout ça et en même temps en train de me découvrir dans d'autres choses. Et j'ai privilégié d'autres choses, mais je suis persuadée qu'il y a des traces qui sont restées. Tu disais que ta vie a commencé, puisqu'on parle de la mémoire, le jour où tu t'es souvenu. Tu dis avoir vécu un blackout mémoriel, une amnésie de 6 ans à 13 ans, soit pendant 7 ans. 13 ans, l'âge auquel moi, justement, j'arrêtais des agissements. Toi, tu prenais conscience et tu prenais de plein fouet la bombe à retardement que peut être la mémoire traumatique. Cette fameuse mémoire qui nécessite, comme le dit le docteur Muriel Salmona, une hyper-vigilance et la mise en place de stratégies d'évitement ou de contrôle qui peuvent être handicapants, épuisants. Ça s'est traduit comment chez toi et justement, tu étais scolarisée à 13 ans, tu étais au collège, donc comment ça s'est passé? Je me suis souvenue, en fait, j'ai eu des flashs. Durant un viol qui s'est passé dans mon cercle familial, j'ai eu des flashs qui me sont revenus d'autres viols avant, plus jeune, en étant enfant, et qui étaient par mon oncle et mon grand-père. Et c'est ça qui a été le déclencheur, en fait, de me souvenir de tout prendre en même temps. Et d'être confrontée aux images, aux sons, enfin ça touchait tous les sens. Vraiment, ça me touchait de partout. J'avais l'impression que mes sens m'avaient été enlevés et tout d'un coup, je les récupérais tous en même temps. J'avais froid, j'avais chaud, j'avais des sueurs, et puis les jours d'après, les semaines d'après aussi, même les mois d'après. J'ai beaucoup somatisé. J'ai essayé de parler. Après coup, je me suis rendu compte que c'était pas les bonnes personnes à ce moment-là, mais j'ai essayé d'en parler au conseiller d'éducation, qui était censé être là pour tous les élèves. J'ai essayé de parler au médecin que je suis allée voir parce que je somatisais, j'avais mal partout, j'avais des brûlures, j'avais l'impression d'être brûlée de partout. Et je suis allée voir un médecin, le médecin a dit, voilà, oui, tu somatises. Et ça en est resté là. Il n'a absolument pas cherché à comprendre ou à échanger avec toi ou à t'envoyer vers un psychologue pas du tout. Absolument ou un pédopsychiatre pour évacuer ça. Absolument pas. Ou évoquer ça.
Absolument pas non plus. C'était en fait, ce médecin-là, il considérait que somatiser, c'était une mauvaise chose. Il ne pensait pas que c'était un langage, le langage du corps, là où on ne peut pas verbaliser. Non, pas du tout. Il pensait qu'il fallait qu'il y ait un autre signe quelque part et que somatiser, non, voilà, on prend un médicament et puis tout va bien. Et ma mère pensait la même chose, j'ai essayé d'en parler à ma mère pensait la même chose que le médecin, et le médecin ayant quand même cette parole d'autorité, elle faisait confiance au médecin, sans se poser de questions autres. Et moi, j'ai navigué dans tout ça, j'avais... quand il neigeait, j'étais en t-shirt, j'étais très très bien, donc il y a une désensibilisation aussi de certaines parties de mon corps à certains moments donnés. Et tu parlais de différentes mémoires, de la remise en question de ses propres souvenirs, de ce qu'on peut, je suppose, imaginer ou qu'on remet en doute. On met en doute sa propre mémoire. La mémoire perdue, vraiment, les souvenirs qu'on n'a pas, ce qui rentre dans cette autre mémoire qui est la mémoire traumatique qui, elle, justement, revient alors qu'on ne la demande pas. Et une mémoire comme une bouée de sauvetage ou une mémoire retrouvée avec des hauts et des bas. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? J'ai essayé de parler, en fait. J'ai essayé de... Le moment où tout m'est revenu en tête et dans le corps, j'ai essayé d'exprimer ça aux personnes qui étaient autour de moi. Ma mère, avec qui je vivais, était autour de moi et elle a de suite imaginé que c'était impensable, que ce que mes souvenirs me disaient était impensable, que j'avais inventé ces souvenirs-là, que j'avais inventé ces sensations-là que je ressentais. Alors que moi, au plus profond de moi, j'y croyais. Pour moi, c'était vrai, c'était réel. Mais le fait que ma mère le remette en question, le fait que cette personne en qui j'avais confiance à ce moment-là le remette en question, ça m'a bouleversée. Je me suis dit, est-ce que j'ai regardé trop de films, est-ce que j'ai tout inventé, est-ce que c'est mon imagination, Oui, c'est-à-dire ce qui était impensable pour elle et qui est un système de défense, elle le projetait sur toi. Totalement. Absolument. Et c'était d'autant plus difficile parce que j'avais l'impression d'être enchaînée, niée, d'avoir un bâillon aussi, de ne pas être ni crue ni soutenue d'ailleurs. C'est la double peine. La double peine. Et la quadruple peine quand j'en ai parlé à mon père qui n'a rien dit. Parce que du coup, à quelle partie de ta famille cela touchait ? Du côté de ton papa ou du côté de ta maman, quand tu dis ton grand-père et ton oncle ? Du côté de ma mère. Donc finalement, même si ça ne touchait pas des proches de ton père, au niveau purement familial, j'entends, lui non plus n'a pas réussi à être dans l'écoute. Non, pas du tout. Il était dans le mutisme, dans le silence le plus complet. Mais lui, c'était même pas de l'ordre de l'impensable, c'était de l'ordre de l'indicible. De l'indicible au début. Et ensuite, une fois que j'ai vraiment essayé de lui tirer les verres du nez, de savoir ce qu'il pensait, de savoir où il se positionnait par rapport à moi, et s'il pouvait faire quelque chose, parce que je cherchais de l'aide, en fait. Lui, ce côté indicible, il l'a transformé en ce n'est pas possible, et il faut toujours entendre la voix des autres pour savoir si ce qu'on dit est vrai. Donc il voulait entendre le récit de mes agresseurs, pour savoir si ce que moi je disais était réel. Et donc il est allé les chercher, ces agresseurs, et Non, il est allé leur bougé. demander des comptes. Il n'a pas bougé. Donc là aussi, confrontation au manque de soutien d'un parent. Totalement. Et du coup, des deux côtés. Comment tu as fait ? Qu'est-ce que tu as mis en place pour accepter ça ? Parce que finalement, c'est là le plus dur, c'est accepter de ne pas avoir de soutien sans que ça détruise, de pouvoir se construire malgré cela, sans en ressentir de manque. Ou en tout cas, construire au-dessus de ce manque de manière à ce que finalement, c'est ça aussi qui fait partie de la résilience. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place face à ça ? Je me suis rattachée à mes sensations,
Je me suis en fait dit que si tout me revenait comme ça, si j'avais chaud, froid, si tout me revenait en face, c'est que ça voulait dire quelque chose et que je voulais créer, je voulais écrire, je voulais chanter. J'ai utilisé à ce moment-là la musique et la radio comme bouée de sauvetage, comme coussin sur lequel m'appuyer, comme couverture dans laquelle me mettre, qui me tenait bien chaud et dans laquelle j'étais bien, et là où personne pouvait ni savoir ce que je pensais pour pouvoir me protéger, ni venir me faire du mal. Et donc tu disais que tu t'es mis à créer et en faisant des recherches et en échangeant avec toi, tu m'as envoyé un lien sur un manifeste que plusieurs personnalités ont signé en 2012. C'était donc bien avant l'affaire, avant MeToo et avant l'affaire Weinstein. Un manifeste pour le Nouvel Obs qui s'appelait le manifeste des 1313. Je déclare avoir été violée. Plusieurs personnalités l'ont signé, dont la joueuse de tennis Isabelle de Mongeau, Marie-Laure de Villepin, l'ancienne épouse de l'ex-premier ministre, ou encore Marie-Pauline Ferrari, qui à l'époque était vice-consul à l'ambassade des Seychelles. Bien d'autres évidemment, et toi. Et je vois que accompagné de cette signature, de ton nom et de ton âge, il y a écrit photographe. Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque tu étais photographe et qu'est-ce qui fait que tu as signé ce manifeste ? À l'époque, j'étais entre Paris et ailleurs, et j'utilisais la photo pour moi au tout début comme moyen d'expression. J'arrivais plus à écrire, j'avais utilisé l'écriture et j'étais sur une page blanche. J'arrivais plus à chanter, j'avais du mal à parler, à communiquer mes émotions. Et le seul autre vecteur qui pouvait faire en sorte que je communique, c'était la photo. J'étais en bataille avec moi. J'arrivais pas à savoir quelle partie de mon corps, j'étais un addict, enfin, quelle partie de mon corps j'acceptais, enfin, je me suis reconstruite aussi grâce à la photo, à prendre des photos de moi et à prendre des photos d'autres, et j'ai utilisé la photo pendant plusieurs années pour aller vers l'autre, pour aller à la rencontre et des conversations avec d'autres. Et photographe, je faisais ça dans des associations sociales qui accueillaient soit des réfugiés, soit des femmes seules qui étaient SDF. Et certaines de ces associations, il y avait des familles aussi, des femmes avec enfants. J'étais photographe dans ces associations-là pour ces personnes-là. Et donc, j'utilisais ça, ce vecteur-là, pour accueillir la parole, pour pour que ces personnes puissent se sentir légitimes de leur parcours. En fait, tout ce que j'aurais aimé qu'on fasse avec moi. Ou pour toi. Absolument. Et ça t'a permis de te reconstruire. T'en avais pleinement conscience. Ou pas, ou tu en as pris conscience après. À ce moment-là, je me disais, ça doit avoir un rapport quand même. Et puis ensuite, j'en ai pris beaucoup plus conscience. Mais la raison première qui m'a fait signer ce manifeste, c'est que je me reconnaissais dans le message. Le message, c'était, en gros, qu'il n'y a pas de visage particulier d'une femme qui se fait violer. Il n'y a pas de classe sociale particulière. Il n'y a pas non plus d'habit particulier. Et il y a aussi une croyance quelque part, à chaque fois que je parle de ça, des viols et des violences sexuelles, une croyance que ça se passe dans une ruelle tard le soir, pas du tout en famille, alors que non. Que dans 90% des cas, c'est au sein de la famille ou avec des proches de la famille. Absolument. Et ce manifeste-là le disait. À l'époque, c'était compliqué de parler. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. C'est Clémentine Autain qui a initié ce manifeste, avec d'autres, avec les personnes que tu as citées. 10 années auparavant, 10 années donc avant, il y avait eu une marche où il y avait Ni pute ni soumise qui était, et une femme que j'ai rencontrée dedans qui s'appelait Samira Bellil, qui a écrit Dans l'enfer des tournantes. Et cette femme
qui était éducateur spécialisé en Île-de-France, avait subi des viols pendant son adolescence et pendant les années de sa vie avant d'être éducateur spécialisé. Elle en parlait, elle disait que non, ça se passe pas dans des ruelles tard le soir forcément, que elle c'était des amis d'amis dans la cité, qu'il n'y a pas de classe socio-professionnelle non plus, que ça peut se passer dans les cités. Et cette marche faisait le tour des cités. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Samira Belline, ayant participé à cette marche. Et cette rencontre, en fait, ça m'a libéré la parole. Ça m'a fait prendre conscience que je pouvais parler et que j'étais pas seule. Et ça m'a vraiment provoqué des tas d'émotions très différentes, des spasmes, encore cette sensation de brûlure qui me revenait, une envie de crier partout, tout le temps. Donc le corps qui réagissait de nouveau. Et qui avait besoin de s'exprimer. Absolument, avec cette rencontre. Toujours une question de rencontre. Et ce manifeste, pour moi, c'était une sorte de mémoire aussi à cette rencontre. Parce que cette femme est morte quelques années après d'un cancer qui l'a rongée. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre maladie, cancer et négation de la parole. Je ne peux pas m'empêcher de faire ce lien. Très souvent, face à beaucoup de cancers, je me pose la question. Je sais bien qu'il y a des explications externes, mais il y a une très grande partie, malheureusement, en fonction de l'organe qui est touché, ce n'est absolument pas anodin. Et ça parle, ça reste un langage, quoi qu'on en dise. Et si on n'associe pas la verbalisation au langage du corps, à ce langage-là, et de la maladie, au langage des oiseaux, c'est facile à faire, mal à dire. C'est toujours triste de voir les personnes qui finalement succombent au manque de parole et au manque d'écoute. Du coup, tu dis avoir croisé sur ton chemin des personnes extraordinaires d'humanité qui t'ont sauvé. Donc, tu veux nous en dire plus ? Oui. C'était ma prof de musique de l'époque qui était une femme très alerte, très à l'écoute de tous ses élèves et qui était, comme tous les profs de musique, pas trop appréciée des élèves. Et en fait, j'avais de très bonnes notes dans certaines matières et de très mauvaises dans d'autres. Je pense que à l'époque, je voulais pas trop vraiment m'investir plus que dans la musique ou dans l'anglais. Et du coup, je m'investissais beaucoup dans la musique. J'étais la meilleure de la classe. Et j'étais fière d'être la meilleure de la classe. Et à un moment donné, j'étais pas bien du tout. Il y avait toutes ces sensations qui me revenaient. Il y avait mon corps qui criait. Il y avait la peur aussi que l'agresseur revienne, soit présent au quotidien, mettre ses menaces à exécution aussi. Et j'ai voulu comme lancer une bouteille à la mer et plus travailler. Essayer de voir si l'écoute qu'il semblait y avoir dans ce cours de musique était réelle. Et c'est le cas. Elle a vu que de 19, je suis passée à 0, ce qui n'est pas rien. Et ça, c'est pour de l'auto-sabotage, effectivement, c'est pas rien. Et elle m'a prise à part. Elle a pris le temps, en fait, entre deux cours ou à la fin d'un cours, ou toutes les semaines, il y avait des rendez-vous réguliers, donc un cours par semaine. C'est très régulier, les cours de musique en général. Et elle a pris le temps, on prenait 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, le temps d'un repas même parfois, où en fait j'étais dans la salle de musique, il n'y avait personne qui pouvait rentrer, et c'était elle et moi, on parlait, ou on se taisait, ou je jouais de la musique sur des tas d'instruments qu'elle avait dans sa salle. En tout cas, elle m'a procuré un cadre où je pouvais être OK, où tout pouvait bien se passer. C'était vraiment une bouée de sauvetage thérapeutique et bienveillante. Totalement. Et du coup, j'ai tout déballé. J'en ai profité pour tout déballer
Et je lui ai demandé de me protéger, mais en n'agissant pas de manière habituelle. C'est-à-dire qu'un adulte est censé, quand il entend une parole d'un enfant, est censé le rapporter à un procureur de la République ou à quelqu'un, au commissariat. Et je lui avais demandé de ne pas le faire parce que mon agresseur était là tous les jours, parce qu'il m'avait menacé et parce qu'il avait menacé mon frère, ma mère, au travers de moi. Je voulais absolument pas qu'il arrive quoi que ce soit et j'avais cette impression que si ça sortait de ce cadre, des drames encore plus dramatiques pourraient se passer. Et elle a respecté ça et elle m'a offert une autre porte de sortie en m'offrant un rôle dans une comédie musicale qu'on faisait à la fin de l'année et où je pouvais avoir un des premiers rôles et chanter, danser, m'exprimer sur scène. C'était pas moi, c'était un rôle, mais quand même, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de moi dedans. C'est quelque chose que tu as utilisé finalement par la suite aussi, à un moment donné, d'être sur scène et de regarder ou de te regarder toi à travers un miroir dans un rôle que tu n'avais plus à avoir. Ouais, c'est exactement ça. C'est cette histoire de rôle, de possession de soi. C'était dans mes années fac, c'était ma première année de fac, où il y avait trop de choses en moi qui revenaient, trop de trop. Et où il fallait pour moi que je fasse quelque chose pour arrêter ce trop de trop. Arrêter ces choses constantes qui m'arrivaient en pleine tête. Et je me suis posée sur scène, enfin, il y avait une scène ouverte. Tous les lundis ou un jour par semaine, il y avait une scène ouverte dans un petit bar toulousain. Et je me suis décidée à sauter le pas, de me remettre devant le regard des autres. Et j'ai pris un miroir avec moi, de chez moi, parce que dans ma tête, ça me représente. Ça représente l'image que je renvoie de moi, celle que j'ai pas forcément envie de renvoyer, ce désir que j'ai pas forcément envie de renvoyer tout le temps, cette image que j'arrive pas à décoder parfois. Et j'ai envie que ça cesse, j'ai envie d'être maître de moi, j'ai envie de donner ce que je veux donner, de prendre ce que je veux prendre. Et donc j'ai pris un miroir de chez moi, je me suis posée sur scène avec ce miroir, sur un pied. Et donc je me voyais de plein pied. Et pendant 1 minute ou 2, je suis restée plantée comme ça, sans rien dire, juste en me regardant fixement. Et puis en regardant le public, en les dévisageant, en me re-regardant ensuite. À côté de moi, j'avais amené un marteau et j'ai fracassé le miroir. Je l'ai brisé. J'ai fait le geste de briser cette image que je renvoyais. Et il y a plein de petits morceaux qui sont tombés par terre. Et puis, je me suis assise. J'ai posé le marteau plus loin, de manière à pas pouvoir le rattraper. Et j'ai récolté tous les petits morceaux qui étaient tombés par terre pour former le miroir que j'avais choisi d'avoir. Cette nouvelle image, ce nouveau moi, cette moi retrouvée. Et je me suis mise debout. J'ai re-regardé l'image. J'ai re-regardé les gens autour de moi. Et j'ai pleuré. Et c'était libérateur. Ce qui pouvait, en apparence, éventuellement pour un public, passer pour une simple destruction d'un moi, au contraire, chez toi, ça a été la possibilité de te récupérer, de te retrouver tel que toi, tu te ressentais. Totalement. Totalement. Là, c'était par l'expression sur scène, parce que je pense que c'est parce que c'était ce que j'avais connu. Et c'est passé par d'autres médiums. L'écriture, la photo, encore une fois. Oui, parce que finalement, ça a été la première étape, une première action de ta résilience. Mais ce qui est venu plus tard, ça a été aussi le fait de pouvoir écrire réellement à ta famille et aux personnes concernées, aux violeurs, de leur redonner ce que souvent j'appelle leur bullshit, pour à nouveau, là aussi, seconde étape, te réapproprier ta propre histoire et enlever, redonner aux autres qui n'avaient rien à faire avec toi, ce qu'on t'avait fait subir, que tu n'avais jamais demandé. Tout à fait. J'ai utilisé ce médium-là, l'écriture, et cette confrontation par l'écriture, par le regard et par l'écriture. Et ça a été libérateur. Totalement. Je me suis sentie soulevée, emportée. Je marchais, mais c'était
je marchais sur terre, hein, mais c'était un peu comme si j'avais l'impression de voler quelque part. J'étais moi, j'étais retrouvée. Au niveau intérieur, c'est ce que tu as récolté de toi-même finalement. Est-ce que cette libération s'est répercutée du coup sur les autres? Oui, oui, oui. Que j'ai fait ce chemin de moi à moi. J'ai rencontré d'autres personnes que je trouvais beaucoup plus lumineuses. Tout à coup, tout le monde entier devenait beaucoup plus lumineux. Et donc oui, je me suis... j'ai tendance à dire que j'ai deux familles. J'ai une famille de sang avec qui j'ai rien à voir et avec qui je ne veux rien avoir à faire. Et j'ai une famille que je me suis faite, que je me suis retrouvée, une famille d'amis, une famille aimante. Donc ça s'est répercuté, oui. C'est vachement important. C'est très très de important. Le dire. Très très important. Ces personnes-là, desquelles je m'entoure, elles constituent en fait un noyau où la parole n'est pas remise en question, où la mémoire n'est pas remise en question, où le fait de simplement parler des sensations que j'ai pu avoir, ou des flashs, ou des images précises, c'est pas du tout remis en question. Et au contraire. Il y a un réel soutien. Oui. Et une réelle reconnaissance, je suppose aussi. Oui, aussi. Pour tout le reste. Totalement. Ils reconnaissent aussi cette parole que tu portes et ce soutien que tu apportes aux autres. Oui, oui, oui. En fait, c'est un cercle vertueux. Plus on s'écoute, plus on prend le temps de s'entendre, la place au silence aussi, pas essayer de combler un silence qui arrive, de tout accueillir. Et est-ce que tu peux nous expliquer aussi, au niveau de ton engagement dans l'association Les Résilientes, en quoi consistent les ateliers que tu animes toi? Comment se passe-t-il? Qu'est-ce qu'ils comportent? J'anime des ateliers d'écriture et d'expression dans Les Résilientes. C'est un temps qui dure 2 heures, qui est utilisé pleinement. Il n'est pas trop de 2 heures pour ce temps-là. Et il y a 2 heures qui sont coupées en 2 en général. C'est un temps d'écriture où on peut travailler sur le sujet de écrire une lettre à soi-même, les choses qu'on aurait aimé qu'on nous dise, les choses qu'on aurait aimé dire, une lettre à son agresseur aussi, aux personnes qui ne nous ont pas cru. Quelque chose en tout cas de puissant, ça peut être comment on se sent aujourd'hui. Enfin, ça peut faire marcher l'imaginaire dans beaucoup, beaucoup de façons. L'idée, c'est la réappropriation de sa propre parole écrite, de sa propre voix, de son propre flow écrit. Et puis, dans un deuxième temps, que ce soit en petit groupe ou en un seul groupe, c'est dire ce qu'on vient juste d'écrire. Chacune a la parole, chacune aussi décide de dire ou de ne pas dire ce qu'elle vient de marquer, d'en dire une partie ou rien du tout, ou tout. En fait, c'est vraiment leur espace où elles sont pendant 2 heures dans leur moment, vraiment dans leur espace. Et c'est se confronter à ce qu'on vient de marquer, ce qu'on vient d'écrire noir sur blanc, se confronter à la parole de l'autre aussi, comment refaire confiance aux autres, comment se réapproprier sa voix, ce qui sort de nous, ce qu'on entend, ce qui a été nié, et la confiance en l'autre. Est-ce que l'autre va l'accueillir de manière à nous laisser le temps, de manière à nous laisser l'espace, de manière aussi à faire en sorte que ça ne sorte pas de cet espace-là, que tous sont en confiance. C'est ça que je fais. Qu'est-ce que du coup, pour le mot de la fin, j'ai souvent l'habitude de poser la question, qu'est-ce que représente le flow pour toi? Mais à travers cette question, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message aux femmes qui n'en sont pas encore là, aux jeunes filles, voire même aux enfants qui subissent encore malheureusement? J'ai envie de dire que c'est important de se croire. C'est important de croire en ce qu'on ressent. Même si parfois, quand on a l'impression que notre parole est toujours remise en question ou qu'il y a des personnes à qui
à qui on fait confiance et on aimerait beaucoup qu'elle réagisse et qu'elle change, ou qu'elle fasse, que c'est pas ça le plus important. Qu'il faut se croire soi, que c'est important de se croire soi, et que si on ressent des choses, c'est qu'elles sont arrivées ou c'est qu'elles sont là. C'est que c'est important pour nous, que notre corps nous dit quelque chose et que c'est une étape dans la reconstruction. Qu'ils fassent confiance à leur mémoire. Qu'ils fassent confiance à leur mémoire. Merci. Merci à toi. Rester dans le flow est un podcast mensuel du label Podcut. Et tous les mois, je vous parle seul ou avec une invitée pour parler résilience. Vous trouverez sur le site web restezdansleflow.me toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résilientes et contribuerez à redonner de l'espoir.